On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, partage le souci d'asseoir une culture évaluative en République démocratique du Congo qui passe par l'adoption de la politique nationale d'évaluation. C'était lors des échanges avec les consultants internationaux au ministère du Plan, Ahmed Benchek. Le service national de Kanyama-KCC vient de recevoir plus de 280 jeunes autrefois impliqués dans les actes barbares venus de 7 communes de la ville de Lubumbashi. Ils ont été transférés ce mercredi 18 décembre 2024 pour leur conversion en des citoyens utiles. Et les léopards à prime de la RDC séjournent à Abidjan en Côte d'Ivoire en prévision de la manche allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie en 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly et Segekeli, a eu des échanges fructueux le mardi 17 décembre 2024 avec le professeur Ahmed, consultant international au ministère du Plan de la République démocratique du Congo. Il était question de donner des orientations en rapport avec les projets d'élaboration du plan national de l'évaluation avec l'appui de l'UNICEF. Images et commentaires. Des échanges fructueux ce mardi 17 décembre 2024 entre le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Segekeli et le professeur Ahmed Benchek, consultant international au ministère du Plan de la République démocratique du Congo, qui pilote un projet d'élaboration du plan national de l'évaluation avec l'appui de l'UNICEF. Il faut noter que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Segekeli, en sa qualité de président de la commission spéciale d'élaboration de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, s'est battu avec ses collègues pour la pérennisation d'une commission permanente chargée des suivis et l'évaluation de lois, recommandations, résolutions et politiques publiques au sein de l'Assemblée nationale. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly Segekeli, partage les soucis d'asseoir une culture évaluative en République démocratique du Congo qui passe par l'adoption de la politique nationale d'évaluation qui pourra être consacrée par l'inscription normative d'un droit fondamental à l'évaluation comme au Maroc, Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. Le professeur Ahmed Benchek s'est dit très satisfait des orientations reçues auprès de l'élu de la Tchouapa. Je suis en mission ici pour la mise en place d'une politique nationale d'évaluation pour la République démocratique du Congo. Il y a un échange dense et très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Il a porté sur la politique nationale d'évaluation et les conditions de sa mise en place. La suite, c'est qu'on va travailler sur l'introduction de l'adoption du principe constitutionnel d'évaluation des politiques publiques. Et on va partager notre expérience et les éléments qui peuvent être utiles à l'adoption du principe constitutionnel de l'évaluation des politiques publiques dans la République démocratique du Congo. Des nationalités marocaines, Ahmed Benchek est professeur d'université et jouit d'une expérience de plus de 30 ans dans les suivis et évaluations. Fondateur de l'association marocaine de l'évaluation, Ahmed Benchek est cofondateur du réseau francophone de l'évaluation. Et la réconciliation des fils et filles de la province de la Tchopo au nord-est de la RDC est au cœur d'un forum de paix, réconciliation et développement ouvert par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. L'initiative vise à éteindre le feu de tension entre les Mbolé et l'Engola, deux communautés qui se déchirent dans un conflit foncier depuis février 2023 avec un bilan de plus de 26 morts et plusieurs milliers de personnes déplacées. Pour Jacquemin Chabani, ce forum de paix est un cadre de dialogue entre les communautés. On écoute son propos.
cours desquels il nous a demandé de réunir toutes les forces vives de la province, les mettre autour d'une table dans des discussions et des échanges pour identifier la problématique, les différentes problématiques et au cours de ce dialogue se convenir sur une réconciliation durable pour que ces différentes communautés retrouvent non seulement la paix mais la cohésion qu'elle a connue dans les années passées et permettre à la province de la Tchopo d'aller dans la voie, la direction du progrès social et du développement. Donc nous sommes là pour 3 journées de travaux intenses du Forum de paix de la Tchopo, qui va nécessairement se conclure par des résolutions constructives pour établir la cohésion, la paix et permettre au gouvernement provincial d'évoluer dans des décisions et des projets de développement. Changeons de chapitre à présent. Le gouvernement congolais déploie des efforts pour accroître la production agricole en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que des appuis en semences et matériels agricoles ont été donnés aux agriculteurs dans le pays pour la campagne agricole du mois de septembre dernier. Dans le même temps, plusieurs routes et dessertes agricoles seront construites à travers le pays et reliées aux routes provinciales pour l'évacuation de la production agricole vers les centres de consommation. C'est le ministre de l'Agriculture qui l'a dit lors d'un briefing spécial le mardi 17 décembre 2024. Suivez. En dépit des 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose la République démocratique du Congo, les secteurs agricoles n'est pas très développé dans le pays. Dans les budgets nationaux, ces secteurs obtiennent généralement une faible part, contrairement à d'autres. Pour améliorer l'autosuffisance alimentaire, le gouvernement congolais travaille progressivement car le pays est vaste. Il a déjà procédé à la distribution des semences aux agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, la campagne agricole que nous avons lancée, nous avons plus de 250 000 hectares que nous avons lancés, que nous avons appuyé les agriculteurs avec les semences de manioc, les boutures de manioc, les semences de maïs, les semences de riz, les semences de légumineuses. Donc nous avons fait beaucoup de choses. C'est la première fois que nous avons essayé, à travers ce ministère, de donner des semences dans toutes les provinces. Donc, toutes les provinces, nous avons donné des semences. Nous avons appuyé aussi des petits producteurs, c'est-à-dire des agri-multiples. Dans le même temps, ces agriculteurs répartis à travers les pays ont reçu plusieurs milliers d'outils pour les aider à labourer la terre. Avec l'immensité du pays, il sera difficile d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en pratiquant seulement l'agriculture rudimentaire ou familiale. Il faut passer rapidement à l'agriculture intensive. La remise des tracteurs a déjà été faite dans les années passées, mais sans atteindre les vrais bénéficiaires pour les travaux des champs. Pour éviter les détournements des engins comme les fois précédentes, des mécanismes de contrôle vont être renforcés. Nous avons demandé au gouverneur de créer des commissions. Les commissions pour la distribution des semences et la gestion des tracteurs. Nous avons demandé à l'AFEC Agriculture d'être membre de ces commissions. Nous avons demandé aux coopératives agricoles d'être membres de ces commissions, en plus des ministres provinciaux de l'agriculture et des inspecteurs provinciaux de l'agriculture. Vous savez que nous sommes représentés, c'est un ministère qui est tentaculaire, donc qui a des gens jusque dans les collectivités. Après avoir produit, il faut évacuer la production vers les grands centres de consommation. Les routes des dessertes agricoles sont pour la plupart en mauvais état. Dans son récent discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a parlé de la construction de 38 000 km de routes de dessertes agricoles et 11 000 km de routes provinciales. Elles sont planifiées dans la deuxième phase du projet de développement local de 145 territoires. Rendons-nous à présent dans la partie est de la RDC où la crise humanitaire s'aggrave au sud de Lubero suite à l'offensive des rebelles du M23. Le territoire de Lubero au Nord Kivu est à nouveau plongé dans une crise sécuritaire
suite à l'offensive que mènent les rebelles du 1-23 qui ont pris les contrôles des villages de Matembe, Butsorovia, Mambasa et Alimbongo cette semaine. Cette offensive marquée par 2 jours de violents affrontements avec des forces armées de la République démocratique du Congo a contraint de nombreux habitants, principalement des femmes et des enfants, à fuir leur foyer, aggravant la crise humanitaire dans la région. Suivez. Le territoire des Lubero au nord Kivu est à nouveau plongé dans une crise sécuritaire suite à l'offensive que mènent les rebelles du 1-23 qui ont pris les contrôles des villages de Matembe, Butsorovia, Mambasa et Alimbongo cette semaine. Cette offensive, marquée par 2 jours de violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, a contraint de nombreux habitants, principalement des femmes et des enfants, à fuir leur foyer, aggravant la crise humanitaire dans la région. L'administrateur militaire du territoire précité, qui reconnaît les mouvements massifs des déplacés, indique que certains sont dans les villages se trouvant aux environs du centre de Lubero et d'autres se sont dirigés dans les villes de Butembo et Beni. Il a à cette occasion appelé les jeunes à éviter de s'en prendre aux humanitaires. En juillet dernier, alors que le 1-23 occupait successivement Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, des actes de violence contre les humanitaires ont été enregistrés dans la région. La situation humanitaire se détériore rapidement dans le sud de Lubero. Les conditions sociales et sanitaires, déjà critiques, risquent de s'aggraver avec l'afflux de personnes déplacées et l'instabilité persistante. Les organisations humanitaires redoutent une crise imminente alors que les besoins fondamentaux des populations sont de plus en plus difficiles à satisfaire. L'occupation de localités par les rebelles sur la route nationale numéro 2 menant à Lubero Centre soulève des vives inquiétudes. Bien que l'armée congolaise conserve les contrôles de certaines zones comme Mbingi et Mbiaviniwa, la situation reste précaire. À Luofu, le FARDC partage le contrôle avec les rebelles. Et dans le reste de l'actualité, dans une interview, le bourgmestre de la commune de Kisenso fait une mise au point autour de la spéculation sur le permis de séjour dans cette municipalité. Il s'agit plutôt de 2 propositions qui ont été soumises au conseil municipal pour lutter contre les bandits à main armée qui opèrent dans ce coin du pays en identifiant toutes les entrées dans cette commune où l'insécurité bat son plein. Suivez son propos. De la population, mais en fait il ne s'agit pas de l'identification de ma population, mais plutôt de l'identification des nouvelles entrants dans la commune. C'est-à-dire les gens qui habitent Njili, Lemba et qui veulent séjourner dans notre commune. C'est lors d'un conseil communal que nous avons proposé 2 concepts pour identifier facilement les bandits qui opèrent à main armée, qui proviennent des communes voisines et des provinces voisines. Qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il faut soit un permis de séjour temporaire, soit une fiche d'identification. Et ce ne sont que des propositions. Nous avons envoyé ça au conseil communal pour approbation. Donc c'est au conseil communal en tant qu'organe délibérant de pouvoir se prononcer. Si la proposition faite est illégale ou ne respecte pas la procédure ou énerve les textes légaux, eh bien, le conseil communal va se prononcer pour désapprouver. Sinon, l'objectif, c'est d'identifier les Kourouna qui viennent, ou les bandits qui viennent d'autres provinces, qui collaborent de connivence avec les nôtres pour semer la désolation dans les familles. Donc notre objectif est très simple, c'est cela. Et nous sommes heureux parce que cette proposition, à mon humble avis, n'a plus place. Parce que l'opération Ndobo est arrivée et l'opération Audience foraine est arrivée. Donc c'est que notre proposition n'a plus place, logiquement, parce que nous sommes déjà protégés par les 2 opérations. Allons à présent dans le Haut-Katanga où la ville de Lubumbashi
a été le théâtre d'une opération majeure ce mercredi 18 décembre 2024. Plus de 280 jeunes autrefois impliqués dans des actes de vandalisme et souvent qualifiés de Kuluna ont été interpellés dans cette commune de Lubumbashi ainsi que dans la ville frontalière de Kasumbalesa avant d'être transférés au service national de Kanyama KCC dans la province du Olomami. On fait le point avec Enoch Kalanji. La cérémonie de présentation officielle de ce jeunes s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités dont le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik à la tête du service national, les commissaires provinciaux adjoints de la police nationale congolaise ainsi que le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga Jean-Jacques Kashiba. Selon le général-major Kasongo Kabwik, cette initiative vise à offrir une seconde chance à ces jeunes en les formant à divers métiers pour qu'ils deviennent de membres productifs de la société congolaise. Les programmes de réhabilitation des Kanyama KCC offrent des formations dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, l'artisanat, charpenterie, la mécanique et autres, permettant ainsi aux bénéficiaires d'acquérir les compétences pratiques pour leur réinsertion dans la vie active. En intégrant ces jeunes dans les programmes de formation, les autorités congolaises espèrent non seulement réduire l'insécurité, mais aussi contribuer à la réduction du chômage et au développement économique du pays. Ces programmes est une illustration concrète de la volonté des autorités de la République démocratique du Congo de transformer les défis sociaux en opportunités et émerveilleux à venir. Si la réinsertion des ex-coloniaux réussit, elle pourra servir de modèle d'autres provinces confrontées aux mêmes problèmes, a souhaité la société civile locale. Et en société à présent, le commerce des articles d'occasion, communément appelé bilokos, tiré de buy low cost, qui signifie acheter à moins cher, tourne depuis un certain temps au ralenti dans la ville de Boma, dans la province du Congo central à l'ouest de la RDC. Il s'agit essentiellement d'appareils électroménagers, de meubles, des ordinateurs, véhicules d'occasion et autres objets de seconde main en provenance de l'Europe. Selon les habitants de Boma, la principale cause est la fréquentation très réduite des navires au port de cette ville pour le déchargement de leurs marchandises. Suivez. La ville de Boma, autrefois mouvementée, n'a plus la même ambiance depuis près d'une décennie. Les hôtels, restaurants, bars et marchés qui accueillaient les visiteurs et commerçants venus de Kinshasa et d'autres villes pour dédouaner ou acheter des marchandises sont en difficulté depuis que les navires n'accostent pas au port de Boma. Pourtant, cette ville est trop dépendante des activités du port, grâce auxquelles de nombreuses personnes assuraient la survie de leur famille. Les uns s'adonnaient au déchargement des marchandises dans des containers, tandis que les autres à la réparation de certains appareils électroménagers usés, d'autres encore à la revente de ces articles d'occasion, souvent expédiés par la diaspora congolaise vivant en Europe. Depuis la baisse des activités portuaires dans cette ville suite aux difficultés de l'Office national de transport, qui gère les installations portuaires et la concurrence déloyale avec les différents ports privés, cette activité commerciale perd de plus en plus son engouement et tend même à disparaître. Par rapport à la manière dont on travaillait avant, les choses sont devenues compliquées. Pas de circulation, pas de mouvement dans la ville de Boma. Avoir de marchandises est devenu très difficile. Pour vendre à Boma, il faut aller jusqu'à Matadi et payer les transports. Nous manquons beaucoup de bonnes choses. Junior Bazola, un autre revendeur de bilokos, appelle le gouvernement congolais à trouver une solution pour les ports privés qui accueillent les navires à Matadi afin de permettre au port de Boma d'être opérationnel comme dans le passé. Nous avons vécu longtemps à Goma par rapport à ce que nous vivons à Boma. Avec la conjoncture actuelle, ça devient difficile. Voilà pourquoi nous demandons aux seules autorités que nous avions de se pencher sur la situation actuelle de la ville de Boma. Pour la société civile locale, la baisse des activités portuaires n'a pas seulement des répercussions sur le commerce de bilokos, mais également sur toute la structure économique de cette ville portuaire, raison pour laquelle elle envisage faire un plaidoyer au niveau de la province
voire même au niveau du gouvernement central pour la redynamisation des activités au port de Boma. Nous, au niveau de la société civile, je crois que comme vous le savez très bien, ça fait 2 ans, nous avons mené des actions, nous avons fait même des plaidoyers pour que les activités du port reprennent. Et je crois que les gouverneurs sortants avaient même signé un arrêté, et même les ministres aussi, pour que le port de Boma reprenne les activités. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est fait. Voilà pourquoi nous continuons à insister. Nous continuons à faire les plaidoyers pour que, même au niveau national, les autorités puissent se rendre compte que la ville de Boma se meurt. Il faut que les ports reprennent les activités. C'est important. La ville portuaire de Boma est restée trop longtemps dépendante des activités commerciales liées au port. Pourtant, elle a d'autres potentiels et ressources pour son développement. Certains habitants souhaitaient la promotion des activités touristiques et dans d'autres secteurs pour la diversification de l'économie de cette ville qui était la première capitale de l'État indépendant du Congo de 1886 à 1956 avant d'être transférée vers la ville de Kinshasa, l'actuelle capitale de la République démocratique du Congo. Et un mot de sport dans ce journal, les léopards A' de la RDC ont pris la direction d'Abidjan le mardi 17 décembre 2024 via l'aéroport international de Njili en prévision de la manche allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie en 2025. Les léopards seront reçus par l'équipe tchadienne ce samedi 21 décembre 2024 à Abidjan. Suivez. Parmi les 24 convoqués par les sélectionneurs des léopards A' Otis Ngoma, on note la présence de Jafé Kitambala, l'attaquant de l'AS Maniema Union et des Cézeux Zemanga du Tout-Puissant Mazembe. Sur l'ensemble des sélectionnés, seul Jonathan Ikangalombo de l'AS Vita Club ne sera pas de la partie. Ces derniers séjournent en Tanzanie pour des raisons personnelles et sera remplacé par le meilleur buteur du championnat congolais, Jonathan Bolaboto de New Jack. Logés depuis le lundi 16 décembre à l'hôtel Béatrice, les léopards locaux sont à la recherche de leur 7e participation au championnat d'Afrique des Nations. Pour y parvenir, la RDC devra bien négocier le premier acte avant de chercher la qualification à domicile le 28 décembre prochain au stade de Martyrs. Signalons que la phase finale du championnat d'Afrique des Nations se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est la République démocratique du Congo et le Maroc sont les 2 pays à avoir remporté cette compétition à 2 reprises réservées aux joueurs évoluant dans leur pays. C'est cet élément de sport qui met fin à ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres avant de le clore complètement. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, partage le souci d'asseoir une culture évaluative en République démocratique du Congo qui passe par l'adoption de la politique nationale d'évaluation. C'était lors des échanges avec les consultants internationaux au ministère du Plan, Ahmed Benchek. Le service national de Kanyama KCC vient de recevoir plus de 280 jeunes autrefois impliqués dans les actes barbares venus de 7 communes de la ville de Lubumbashi. Ils ont été transférés ce mercredi 18 décembre 2024 pour leur conversion en des citoyens utiles. Et les léopards A' de la RDC séjournent à Abidjan en Côte d'Ivoire en prévision de la manche allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie en 2025. Voilà, ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain jeudi à 19h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.